Exposition et actualité des bons livres, les auteurs se racontent. Exposition et actualité des bons livres, les auteurs se racontent. Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo. Exposition et actualité des bons livres, les auteurs se racontent. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, on va parler bouquins, on va parler livres avec un abonné de Radio Pluriel. Non, je rigole, c'est Jean-Guy Ducreux qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour Bernard. Voilà, bonjour Jean, bonjour Michel, bonjour à nos auditeurs. Voilà, qui revient régulièrement parce qu'il publie à tour de bras, donc chaque fois qu'il sort un livre, il vient. On en est au moins au 6e là. Avec deux trilogies, ça fait 6. Visite, certainement, mais je pense, à peu près. Et puis, je suis en train de travailler à mon 10e roman. Plus ceux qui échappent aux trilogies, les autres, on a reçu aussi pour Oui, je vais lire. peut-être arrêter justement les trilogies. Mais aujourd'hui, on va parler du 4e tome, la 4e enquête du Moineau de Bellecour. C'est pas une trilogie, c'est une tétralogie. Une tétralogie du Moineau. Alors ce Moineau, il nous plaît bien, il est sympa. On t'avait connu, tu étais dans la plaine du Forêt avec les gendarmes. Ouais. Il y avait quand même déjà un peu des attentats, des terroristes un petit peu à cette époque. C'était il y avait du terrorisme, oui, dans le fantôme de la 72. C'était il y a quelques années déjà. Bon, ça doit être en 17, je crois. Oui. Donc tu suis l'actualité. Maintenant, on est plutôt avec les mafias russes ou de l'Est, on va dire. Oui, là, les malfaiteurs viennent plutôt de l'Est, voire de l'Extrême-Orient, quoi. Oui, on le saura avec ce dernier livre. Alors, il est sympa, le précédent. Alors, si je reprends la tétralogie du Moineau, donc ce détective privé qui s'appelle Obispo Nacho, c'est ça ? Nacho Obispo. Nacho Obispo, qui a un grand-père canarien. Un grand-père canarien, oui, antifranquiste, et donc qui est arrivé en France comme réfugié politique. Voilà. Au début des années 40. Donc il écrit dans le livre avec des points d'exclamation à l'envers, c'est ça, hein ? Ah ben forcément, c'est-à-dire qu'une exclamation en espagnol va toujours commencer par un point d'exclamation à l'envers. Alors il a 2 points forts. Il y a son grand-père qui lui dit quand même un peu tout le temps ce qu'il doit faire dans les situations difficiles. Puis il y a sa charmante épouse. Oui, donc d'un côté il y a le guide spirituel et puis de l'autre côté il y a Marie-Caroline Bussy-Charette, donc une vraie noble qu'on appelle Maca dans l'intimité. Et Maca offre un autre point de vue, un petit peu trop grenouille de bénitier, mais elle a une facette incontournable, c'est qu'elle ment. Elle ment.
Elle essaye de s'en tirer dans une situation difficile avec tous ces gamins autour, avec un curé qui est pas clair du collier. Le curé, comment il s'appelle déjà ce collier ? L'abbé Robinet. Ah oui, l'abbé Robinet. No comment pour le nom de l'abbé. Dans cette période où sévissent des choses dans l'Église. Il y en a des histoires troubles hein, quand même dans le livre qui traversent, mais c'est la vie. C'est la vie, et la vie à Lyon en plus. Alors voilà nos personnages campés. Il y a tous les gamins, mais cette fois-ci dans ce 4e livre, les gamins, on les voit pas trop. Ils ont grandi. Ils ont leur vie. Hein. Non, ils grandissent jamais en fait. Ils grandissent jamais d'une enquête à une autre. Mais il me semble qu'ils étaient plus vieux, non ? C'est-à-dire que chacun est en proie à ses affres personnelles. Voilà. Dans Tirage gagnant, on avait le petit Tancrède qui découvrait la sexualité, donc c'était un peu compliqué. Ici, dans celui-ci, on a la fille, Bathilde, qui réclame à un moment la pilule. Et là, le bas blesse, c'est-à-dire c'est un peu compliqué comme situation. En plus, c'est le brigadier, je ne sais pas quel grade il a, lieutenant. Le lieutenant, pardon, oui, c'est toujours des lieutenants, vient lui donner des cours à domicile de langue, d'anglais, je crois. Et on se demande ce qu'il lui enseigne. Elle réclame des cours d'anglais à Mamadou Ndiambo. Oui. Et évidemment, Maka et Nacho ont peur que ces cours d'anglais débordent un peu du cadre et n'atterrissent ailleurs. Alors tout le long du livre, c'est le filigrane, donc il y a une grosse jalousie du père par rapport au putatif copain. Voilà, à l'amant putatif, voilà. L'amant putatif. Alors ça traverse. Maka, elle traverse aussi toutes ses grossesses, ses maternités, tout voilà, ça. Donc, on est encore dedans. Maka, elle se trouve à nouveau enceinte. Et ça, on l'apprend dès la fin du prologue. Le 8e. Ça va faire le 8e enfant, c'est-à-dire qu'il y a 6 enfants humains, il y a un chien et le 8e enfant humain qui arrive. Oui, c'est bizarre. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce livre ? Ils sont quand même habitants, quand même. Lyon 2e, la presqu'île, il y a quand même le planning, il y a toutes sortes de choses dans ce quartier. Elle est encore enceinte. Oui, mais Maka est une rebelle, donc le planning familial... Mais elle n'est pas intégriste, quand même. Elle n'est pas intégriste, non. Dieu merci. Non. Mais enfin, elle est assez sympathique. C'est le quotidien de Nacho. Cette famille, oui. Et puis l'intrigue qui se superpose. La dernière fois, Tirage gagnant, c'était un billet de loterie qui était découvrir. Mm-hmm. Les autres, qu'est-ce qu'on découvrait dans les autres, Nacho, je me rappelle plus. Dans Salsa Picante, il fallait découvrir la raison du meurtre d'un mannequin sur la place Bellecour. Ah oui, c'était ça, le 8 décembre. Oui. Hein? Ah, oui. Dans le 2, effectivement, c'est une tricherie à la loterie. Comment ont-ils fait ? Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment une tricherie, d'abord ? C'est la question qui est posée d'emblée. Le 3e, l'Astrobal, le fantôme de l'Astrobal, c'était Astrogos. Donc là, Tony Parker demande à Nacho Obispo d'enquêter sur les agissements d'un fantôme qui entrait les couloirs de l'Astrobal. En salopette bleue avec une clé à molette, c'est ça ? Avec une clé à molette, c'est un plombier. Je me rappelle bien du Ghost. le plombier fantôme. Voilà. Et là, on est dans Beauleg. Alors, Beauleg, comme tu écris dans ton livre à un moment, ça fait beau et laid en même temps. C'est beau et laid en même temps, parce que c'est vrai que LEGS, on peut le prononcer un legs ou un leg, mais plutôt un lait aussi. À l'origine, c'était un lait. Donc, beau lait, effectivement, c'est un bel héritage, mais en fait, il est un peu laid, cet héritage. On découvrira pourquoi. Et donc l'histoire se commence dans le quartier de Perrache, autour d'une c'est pas un EHPAD, c'est une lieu où il y a des personnes âgées. C'est une résidence senior avec des gens qui sont mobiles, donc c'est pas des gens handicapés. Et ce qu'il y a de bien dans cette résidence, que j'ai visité évidemment, c'est que en fait, elle est située tout près d'un crous. C'est-à-dire que... Dans l'Ucli, carrément, dans l'ancienne prison où il y a la nouvelle un peu plus au sud, légèrement plus au sud. Et effectivement, dans la cour, il y a des tables de ping-pong, des choses comme ça. Donc, il y a des jeunes qui jouent au ping-pong et les seniors les regardent. Donc, c'est assez sympathique. D'autant que
jouxte à cette cour et à ce grand bâtiment un café solidaire qui s'appelle Chez Daddy, qui est vraiment très très sympathique. Hein. Ça c'est vrai. Et ça c'est vrai, bien sûr. On est dans la fiction du livre et on est dans le vrai. On est tout le temps dans le vrai. On est dans le vrai. Ouais. On est dans le vrai. Et chez Daddy, bien, tout le monde se côtoie, c'est-à-dire les anciens et les jeunes. Et c'est très sympathique. C'est, comment dire, à la fois bien ordonné, mais un petit peu suffisamment échevelé pour que ce soit, comment dire, très attractif, quoi. Ouais, c'est pas un EHPAD avec l'image qu'on en a. Et Voilà. c'est bien dans ce quartier, donc à Lukli, où il y a donc la mixité de la résidence avec des étudiants, des personnes âgées, des étudiants qui viennent aider, relayer des personnes du quartier en social. C'est ça. Voilà. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes bâtiments, mais ça joue, si vous voulez, d'un numéro à un autre, quoi. Oui. Ça existe là-bas, donc je connais une jeune qui réside et elle s'occupe d'une dame, mais il y a sa copine qui est en colocation. Elle visite donc tous les jours une personne âgée, va lui faire ses courses, etc. C'est solidaire, intergénérationnel. Et les seniors vieillissent moins vite aussi, quoi. C'est plus sympathique, quoi. J'espère une meilleure que ça intégration. les fait rechercher, ouais. qu'ils disparaissent pas. Alors donc ça se passe là au début pour ce Boulet. Au début, parce qu'une des pensionnaires donc, de cet établissement est décédée et... elle laisse un pactole. Elle laisse un pactole quand même de 15 millions. On le découvre pas tout de suite, mais... et même Nacho, qui n'a jamais eu beaucoup d'argent, trouve que 15 millions, c'est quand même énorme. Tout le monde trouve que 15 millions, c'est énorme, une fois que le poteau rose est découvert, en quelque sorte. Et cette dame, eh bien, elle aurait un héritier, qui serait son fils, mais on n'a pas entendu parler de ce fils depuis plus de 5 ans. Mmh. Et donc, Nacho va être missionné pour retrouver cet héritier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas le seul. Il y a eu des officines qui marchent avec les notaires, qui vont retrouver les successions. Et en fait, personne n'a réussi. Et c'est Nacho qui va réussir à découvrir après beaucoup d'embûches. Avec une belle prime à l'appui. Avec une belle prime à l'appui, puisqu'il s'agit de 50 000 euros quand même, ce qui est énorme. Le notaire, il insiste beaucoup pour arriver à ses fins. Donc, voilà, le notaire insiste beaucoup, et on comprend très bien que le notaire, en fait, est intéressé à retrouver cet héritier, c'est-à-dire que... Il a un pourcentage sur le... Non, il a probablement un pourcentage, il ne le dit pas. Mais ça pose déjà question, en fait. Pourquoi est-ce que ce notaire est missionné pour autant d'argent pour retrouver quelqu'un à qui on va remettre de l'argent? Donc, c'est pas net, tout ça. D'emblée, c'est pas net. Il y a une embrouille quelque part. On sent l'embrouille, d'autant que ça dure depuis plusieurs mois et puis qu'il n'est pas arrivé à ses fins, le notaire. Donc, il le supplie, il monte la prime un peu plus haut pour que notre ami... Il y a une surenchère qui est assez incompréhensible. Nacho est un peu naïf, ça on le sait. Donc, on a un détective privé naïf qui, se dit... Voilà, je vais avoir un 8e enfant, un 7e enfant humain, et par conséquent, il faut de l'argent, parce que ça coûte cher, les enfants. Il faut les nourrir, il faut les élever. Il faut les nourrir, et tout ça. Oui, surtout quand ils grandissent, avec tout ce qu'ils veulent acheter. Voilà, enfin, ça commence comme ça, mais du coup, c'est tombé en plein dans des réflexions que j'avais avec d'autres personnes sur la disparition des gens. Qu'est-ce qu'on fait quand les gens comme ça disparaissent? Donc, j'imagine que tu as dû enquêter sur le sujet. Ma recherche dans ce domaine n'est pas allée très loin parce que, en fait, j'avais déjà mes idées fixes. Je savais où j'allais de par ma structure. Mon intrigue était composée dans les détails. Et donc, je ne suis pas allé dans cette direction. Mais c'est vrai que j'avais vu à cette époque, et c'est peut-être ce qui m'avait donné l'idée du roman d'ailleurs, une émission de télévision où il y avait quelqu'un qui recherchait des héritiers. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui disparaissent chaque année. Alors, et c'est pas toujours pour des raisons criminelles. Quelquefois, c'est simplement des raisons de famille, des gens qui disparaissent de leur propre volonté. On m'a dit que la recherche dans l'intérêt des familles avait disparu. Avant, il y avait ce service qui était à la préfecture. Et on demandait recherche dans l'intérêt des familles. Il y avait une enquête, je ne sais pas par qui. J'ai l'impression que c'est remplacé par les disparitions inquiétantes aujourd'hui. C'est pas pareil.
C'est pas pareil? Non, parce que n'importe qui... j'ai rencontré une dame l'autre jour qui m'a avoué qu'elle a un fils de 40 ans, qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans, elle n'a pas de nouvelles, elle ne sait pas où il est. Voilà, 10 ans. Mais ça arrive assez fréquemment. Voilà, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de disparition de compte. Alors il n'y a pas d'argent tiré, il n'y a pas de carte de crédit utilisée. La recherche dans l'intérêt des familles, ça permet de retrouver la personne, et cette personne est-elle libre de se manifester ou non? D'accord. Mais c'est pas une procédure d'absence, parce qu'il faut que... Pour qu'il y ait une procédure d'absence, il faut une très longue absence pour les histoires d'héritage et tout ça. Oui. Et puis si la personne veut disparaître, c'est-à-dire si elle veut quitter le monde de ses proches, c'est son droit. Quoi. Alors donc elle peut avoir disparu sans être disparue, mais la famille peut rester ou la personne qui recherche peut rester sur cette interrogation pendant des années. Voilà. Donc, du coup, il y a pas mal de gens qui sont dans des situations comme ça. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, Jean Ducreux, il a dû travailler le sujet pour que cette dame de la maison de retraite qui voit son fils qui arrive par la fenêtre, c'est ça? Alors oui, elle le voit arriver par la fenêtre. Elle raconte qu'elle l'a vu rentrer par la fenêtre, donc c'est un peu... C'est un peu curieux, oui, c'est un peu curieux. Et ça m'a été soufflé par une vieille tante, une grand-tante, donc, qui, le dimanche, regardait la messe à la télévision et qui nous expliquait que le prêtre était rentré dans sa cuisine et qu'il lui avait donné la communion. Et donc c'est là que j'ai eu cette idée de... Mais en fait, dans le cas de mon bouquin... Pardon ? Un fantasme ou un espoir? C'est un fantasme, oui, c'est un fantasme. Et puis bon, c'est une forme de sénilité et de démence. Oui, chez les personnes âgées. Oui. Voilà. Donc, une grosse perte cognitive, et puis on invente des choses parce qu'on ne comprend pas tout à fait le monde, qui va trop vite aussi. Voilà, donc il y a plein de choses, petites choses dans le livre comme ça. Plein de petites notations, oui. Ouais. J'ai trouvé par exemple un moment, je ne sais pas si d'autres l'ont vu, j'ai trouvé la petite luge Rosebud, par exemple. Il y a un mot. Voilà. Ça fait 2 fois que je m'en souviens. C'était déjà salsa picante. Voilà. Ça. Donc, faut aimer le cinéma, il faut aimer le cinéma. Mais alors, le grand spécialiste du cinéma dans mes romans du Bueno de Bellecour, c'est le commissaire Dinandier. C'est lui le cinéphile. C'est vrai. Alors, j'aime bien dans tes livres, justement, toutes ces petites choses qui passent comme ça. Il faut les saisir quand... Oui, c'est vrai. Quand ça passe, mais c'est des petits clins d'yeux, on va dire. Ouais. Et sympa. Tiens, ça me fait penser quand même à une chose. Tu sais que dans ces romans, je mets beaucoup de mes amis comme personnages auxiliaires, annexes, les seconds couteaux, en quelque sorte. Et hélas, il y a une personne à qui je ne pourrais jamais remettre ce bouquin parce qu'elle nous a quittés. C'est la directrice de la maison de retraite, Marie-Francette Mirguet, ou Miquet, je ne me rappelle plus comment, Miguette. Et en fait, c'est Marie-France Maga, et une femme assez épatante. Et elle nous a quittés beaucoup trop tôt. Je lui ai parlé la dernière fois en mai, et je ne pensais pas qu'elle partirait si vite. D'accord. Elle est très, très pimpante dans la maison de retraite. Elle est très pimpante, c'est une accueillante, femme dynamique, etc. Et puis je lui ai donné un rôle, comme on le voit plus près de la fin, qui déborde un petit peu sur ses fonctions de directrice de maison de retraite. Quoi. Oui, elle est dans la Saône, au bord d'une péniche. Oui, voilà, ça, oui. Elle fuit en J'aimais cachant. bien ces images, justement, de la Saône avec la péniche. Ce drone qui fixe avec la caméra l'enquêteur sur le bord du fleuve. Derrière l'enquêteur, il y a une nuée de flics, de policiers. En protection. Oui, en protection. Et donc ça, j'avais des images qui m'ont plu. L'image du drone sur la Saône, c'est venu très très vite. Ça. Ouais. On est bien dans les techniques actuelles et tout ça, c'est du polar, mais vraiment... Voilà, l'espionnage, comment dire, des moyens électroniques d'espionnage, oui, voilà, tout à fait. On est bien dans les séries actuelles et tout ça. Pour la fin, je parle pour la fin du livre, parce que le début, et on va y revenir, je sais pas le début est un peu plus lent, et puis surtout, il est plus immobile, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que, en fait, Nacho n'avance pas dans son enquête. Il n'arrive pas à retrouver... Alors, j'ai remarqué que j'avais même pris des notes, mais j'ai un peu perdu les notes, que le premier détail qui va nous
peut-être nous éclairer sur cette disparition est à la page 40, Oui. et le second à la page 80. Donc, entre les deux, ils galèrent. Entre les deux, ils galèrent, pour c'est-à-dire que très rapidement... Un indice qui va ouvrir la recherche, quoi. Voilà, très rapidement, il s'aperçoit que la personne qu'il recherche est devenue sans-abri. Donc SDF, quelque part dans Lyon. Et c'est ce qui va motiver 40 pages de recherche dans tout ce que Lyon peut compter d'asile et de maisons pour accueillir les sans-abri, quoi. De maisons et de rues aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui sont à la rue. Oui, bien même sûr. Dans le livre. Et oui, tout à fait. Oui. Sous le pont Jean Massé, etc. Toutes les petites la place de Milan à Viviers-Merle et beaucoup de choses. Des gens dans la rue, je les ai vus sur le cours Lafayette, un type sur son matelas qui a passé une partie de l'hiver là comme ça. Et c'est absolument incroyable, quoi. On en voit beaucoup avec les chiens, mais comment dire, les chiens, ils sont plutôt dans des structures comme des tentes, des choses comme ça, quoi. Pas forcément à l'air libre, comme ça, au froid et aux intempéries, quoi. Et donc, en même temps que tu balayes cette recherche, tu balayes aussi la situation des SDF à Lyon, quoi. Oui. C'est-à-dire que, là, j'ai eu des chiffres de mon frère qui travaille à la Banque alimentaire. Et mon frère Philippe m'a expliqué que 7% de la population française, donc de Lyon aussi, vivait en dessous du seuil de pauvreté. C'est quand même énorme. Donc ça veut dire que la société française engendre 7% de laissés pour compte et de pauvres. C'est énorme, ça. Hein. Donc ça me paraissait intéressant de donner ma vision des choses et puis de donner un coup de chapeau, en quelque sorte, à tous ces gens qui œuvrent pour les... Et ils sont nombreux. Et ils sont très, très nombreux, très, très nombreux. Parce que tu cites les associations, et c'est énorme, je ne sais plus quelle page c'est, mais il y a un petit chapitre là-dessus qui mérite qu'on s'y accorde, parce que c'est la vraie vie. Je vais prendre mes lunettes, et puis oui. je vais lire peut-être un petit passage, alors, puisqu'André, tu nous manques. Il n'est pas là, André, mais il tousse beaucoup, il a attrapé le micro aussi, il faut le pardonner. Ouais. Alors, la 4e semaine... Ça, c'est la page 74. Lucas Caganet nous a rejoint pour faire un brin de route avec nous. Et nous nous répartissions alors dans des directions souvent distinctes, de manière à gagner un peu de temps. De refuge en cul-de-sac, de soupe populaire en resto du cœur, de la Croix-Rouge aux Amis de la rue, des Petits Frères des Pauvres à SOS Amitié, de la Pardieu-Villette au restaurant Étienne Dolay, de la rue Chaponnet à la rue Pelletier, jusqu'au repas complet des chefs cuisiniers du monde, sous le clocher de la Charité. On avait tant de territoires à couvrir. Une centaine de permanences et de centres d'accueil, de planning familial, on ne sait jamais, d'antennes solidarité, de centres de soins médicaux et dentaires, de l'accueil Saint-Vincent à Dumont-d'Urville, jusqu'au bus de Médecins du Monde et au bric-à-brac du foyer Notre-Dame des sans-abri, et j'en passe. On sillonnait Luc du Nôme, d'est en ouest et du nord au sud, sans relâche et sans découragement. Le froid, c'était une chose, mais cela était pire quand il pleuvait, l'humidité a l'art de vous épuiser. Que de misère nous avons vu, que de regards hagards, drogués ou avinés quelquefois, de dos voûtés ou brisés, de membres las, de pieds usés et gelés, de désespoir authentique, de mains tendues, d'ongles noirs. Toute lumière, tout sourire et toute bonne parole étaient les bienvenus dans toutes les langues de la terre. Pour les Roumains, Syriens, Albanais ou Africains de tout poil, pour une majorité de Français, je n'avais jamais assez de pièces avec la pandémie, on a pris l'habitude d'utiliser le sans contact. Alors je passais régulièrement à la banque pour retirer des rouleaux de 25 pièces d'1 et 2 euros que j'égrenais comme le petit pousset sur les 100 chemins de l'indignité et du déshéritement, comme l'exprimait mon grand-père canarien dans son parler pseudo-juridique, en rappelant qu'il avait dû abandonner ses études de droit à cause de Franco. Los caminos de indignidad y desideración. Tout un programme, presque le titre d'un livre, pour ceux qui n'ont rien, qui n'héritent de rien pour la plupart, et qui ne laisseront rien d'autre que le dépouille mortelle après eux, un corps vidé de sa douleur légué à la communauté des hommes, versé dans une fosse commune, ce qui représenterait le plus bel effort de sociabilité de leur existence. Tu meurs seul et tu reposes plus entouré que tu n'as vécu. Que seuls étaient leurs amis à quatre pattes pleureront. Le plus poignant, c'était les familles, ces femmes et leurs petits, des poulbeaux assommés de fatigue, des gavroches à la peau épaisse, tannés de trop de souffrance et d'errance.
Voilà, c'est un petit chapitre qui est au milieu de la quête. Voilà, c'est tout à fait. C'est à 40% du bouquin à peu près. Hein. Voilà. Mais ça, c'est des choses dont j'ai pu me rendre compte moi-même en sillonnant Lyon, en parcourant les rues à pied, et puis en prenant des notes aussi, hein, des notes vocales ou des notes écrites. T'as mis combien de temps pour élaborer ce... L'intrigue est arrivée assez vite, plus vite que d'habitude. Une intrigue, pour moi, c'est presque 9 mois. En ce moment, je suis sur 9 mois d'intrigue, je n'ai pas encore terminé. Mais l'écriture, là, a pris plus de temps. Je dirais que ça ferait 7-8 mois, au moins. Donc, parce qu'il y avait quand même beaucoup de recherches à faire, quoi. Quand je parle, par exemple, de la bagagerie des sans-abri de la rue de l'Université, là, au coin de la rue de l'Université, eh bien, je me suis rendu sur place, j'ai pris des photos, j'ai interrogé les gens, je leur ai posé des questions. Dans beaucoup d'endroits, je suis ressorti avec des dépliants, des flyers, des choses et je me suis rendu compte de cette profusion que j'évoquais précédemment. Et cette profusion aussi de gens qui sont là au moment des repas, au moment des distributions, c'est énorme, quoi. On va écouter une petite musique que tu as choisie. Je pense à une chose, justement, j'ai vu des gens célèbres aussi dans ces maraudes. Par exemple, j'ai une maraude de Noël où elle était déguisée en Père Noël avec un petit bonnet rouge sur la tête. Marie-Annick Depagneux, qui est une journaliste éminente de Lyon, l'épouse de Thierry Frémaux, dont je ne me rappelle plus le prénom, et qui est, en hiver, elle est là tous les lundis soirs pour faire les maraudes. Et c'est une femme extrêmement sympathique, terriblement gentille. Mais bon, il faut le savoir, il y a aussi, comment s'appelle-t-elle, Stéphanie Safran, comment elle s'appelle, de la mairie, des choses qui étaient en charge du protocole aussi. Bon, c'est les gens que je cite là-dedans. Et moi, j'ai été impressionné par cet élan de solidarité. Qui sont là comme bénévoles et qui sont là comme bénévoles et qui tendent la marmite, qui tendent la tranche de pain. Et... On leur rend hommage dans ce livre d'une certaine façon. Oui, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire. Jean-Guy, on écoute une musique. Qu'est-ce que tu as choisi, la première ? La première, je crois que c'est Ciao, une chanson de Clémence Savelli sur les migrants, les gens déshérités sur la route. Bernard va nous trouver ça. Tu erres le long des quais, le long des villes de quart en quart. Tu essaies de t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire. Tu as marché sans t'arrêter, loin de ta vie, loin du passé qui te poursuit et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves défaits, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao. Vers mon histoire, toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, mais tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao.
ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao, mon frère, ciao, ciao, mes amours, ciao, ciao, vers mon histoire. Hey, ciao, ciao, mes projets, ciao, ciao, mon pays, ciao, ciao, ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao, mon frère, ciao, ciao, mes amours, ciao, ciao, vers mon histoire. Mes amis, ciao, ciao, mes projets, ciao, ciao, mon pays, ciao, ciao, ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao, oh mon frère, ciao, ciao, mes amours, ciao, ciao, vers mon histoire. Exposition et actualité des bons livres, les auteurs se racontent. Voilà, avec Jean-Guy Ducreux. Jean Ducreux, allez, Jean Ducreux. Mon vrai prénom, oui. Qui nous présente son 4e livre du Moineau, là, un polar, mais un polar ancré dans notre ville, comme d'habitude, et puis dans un sujet qui nous porte aussi, tous ces déshérités qui sont dans la ville, qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne voit pas, et qui, dans le livre, sont très, très présent, puisqu'il faut rechercher un homme qui a disparu. C'est ça. Oui. Voilà, et il se cache sans doute, il perd son identité, il perd aussi sûrement sa belle prestance, parce que c'est un homme qui avait des qualités, qui avait des choses. On s'aperçoit au courant de sa vie qu'il y a eu des drames et des ruptures, et que peut-être il a tout laissé tomber, quoi, pour se laisser aller à la rue, c'est ça? Voilà, c'est un type qui était fou amoureux d'une Anglaise, d'une Écossaise, et qui la perd en raison d'un cancer du sein. Et donc, du jour au lendemain, cela précipite sa perte en quelque sorte, c'est-à-dire que du jour au lendemain, il quitte son appartement, il quitte sa vie, et il devient sans-abri. Comme le rechercher dans Lyon est quand même assez fastidieux, Nacho Obispo peut compter sur l'aide de 2 acolytes. D'abord, il y a Luc Caganet, qui est journaliste au Progrès. Hein. C'est un ami qui s'appelle Luc Paganon, qui est spécialisé dans le basketball, évidemment. Et puis, d'un ressortissant congolais qui est surnommé Fesse-Dieu, parce qu'il a un popotin sur lequel il fait bon s'asseoir. Et puis parce que son nom d'origine, ou ses noms, parce qu'il a multiples noms. Oui, il s'appelle Fetnat quelque chose. Mais bon, c'est un personnage attachant parce que, d'abord, il est serveur à la brasserie Georges. Hein, c'est ce qui nous donne un épisode assez savoureux. Grâce au narrateur. Grâce au narrateur, oui. C'est-à-dire qu'on va fêter l'anniversaire de Bathilde, son 16e anniversaire, à la brasserie Georges, voilà. Et les voilà donc à 3 en train de rechercher cet homme-là, cet homme brisé, quoi. Recherche habituelle, les caisses de sécu, tout ça, les médecins, tout ça. Enfin, tout. Alors là, tout il a beaucoup d'aide de la part du lieutenant Diambourg qui va consulter tous les services de police, toutes les bases de données possibles et imaginables, et pour constater qu'en fait, il n'y a plus aucune trace de ce dénommé Félix Arelli qu'on recherche. Et on va le retrouver, hein, mais on va le retrouver très tard, en fait. Et puis... Et entre-temps, il y a plein de quiproquos. Il y a plein de quiproquos. Voilà, alors... D'abord, on trouve qu'il est mort. Hein, officiellement, il est mort. On l'enterre, même, je crois. On l'enterre. Oui. On l'enterre, mais Nacho a des soupçons, toujours des soupçons, je pense que c'est l'attrait et la qualité d'un détective privé, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de croire. De mettre en doute. Voilà, il met en doute. Et il met en doute et
Alors, je peux lire un deuxième passage qui nous éloigne un tout petit peu de sans-abri, qui nous fait entrer dans le Beaujolais, où il va en fait retrouver le père de l'épouse de Félix Sarelli. De notre écossaise. Qui est écossais. Alors, il s'appelle comment déjà ? Il s'appelle Andrew Kelvin. Et Kelvin, évidemment, si on le prononce en français, ça donne Kelvin. Or, c'est un énologue émérite. Andrew Kelvin avait la carrure d'un demi-mêlé doté d'un thorax en tonneau. Il souriait comme un prédateur, sans empathie excessive, nonobstant le fait que nous étions à 3 jours de Noël. Il ne nous a jamais fait entrer. Nous, on grelottait. Lui était en chemise, manches retroussées. J'en avais des frissons dans le dos. Peut-être un effet du Brexit sur l'hospitalité britannique. Ce sexagénaire à la mâchoire serrée habitait une maison de vigneron en pierre dorée à flanc de colline, à 100 coudées de l'extraordinaire château de Montmelas-Saint-Sorlin, propriété d'Harcourt, même tronc que ceux des photos. Murs brun ocre et toit de cuivre vert, de gris, encadré d'arbres effeuillés, le paysage avait un sacré cachet et une patine pluricentenaire. « Fait pas chaud, monsieur Kelvin », a tenté Lucas Caganet. Le Britannique n'a pas pigé de jeu de mots, c'est-à-dire Kelvin, la mesure du froid. Et Lucas paraissait sacrément déçu. Il frétillait, se battait les flancs, et Kelvin ne souriait même pas. Il a tout de même fait un geste bourru de la tête, et nous l'avons suivi dans la cour de sa petite propriété, jusque dans un chai où il faisait presque aussi froid qu'à l'extérieur. Nous nous tenions debout devant une paire de vastes cuves en inox, entre des bouteilles vides et des cartons blancs, plein imprimés du logo du domaine, VSB pour Vinum Sancti Boniti, le vin de Saint-Bonnet. Ces belles étiquettes à l'ancienne donnaient foi dans l'ivresse que contient le flacon. De plus, ce saint homme était un vrai démocrate nanti, comme ils l'étaient tous au 7e siècle. Mais probe, puisqu'après 10 ans d'épiscopat, assailli de remords, il avait démissionné de son siège et s'était fait moine, pensant que sa nomination comme évêque était entachée d'irrégularité canonique, car il avait été désigné directement par son frère, Avit II, le népotiste évêque de Clermont. Pas faux, honnête. Nous avions eu du mal à localiser Kelvin dans un contexte franco-français avant que Fesse-Dieu ne trouve la trace à Beaujeu d'un contrat de mariage entre une dénommée Jacotte Quadlude, veuve Grand-Moreau, et le ressortissant britannique Andrew Kelvin, veuf lui aussi, datant du 3 septembre 1988. Entre parenthèses, c'est la date de mon mariage. Ah, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de veufs et de veufs. Avec une écossaise ? Non, où je me tourne avec une française, une Lorraine. Le beau-père de Félix Sarelli ne possédait pas une vigne au sens propre. Il exploitait simplement celle de son épouse. Autre conclusion, Lily, épouse Sarelli, n'était pas la fille de Jacotte, mais sa belle-fille. La fille de son nouvel époux. Ceci expliquait cela, mais certainement le fait que Leslie Kelvin, épouse Sarelli, parlait français sans aucun accent. Elle devait avoir une 10aine d'années à son arrivée dans le Beaujolais pour y être plongée immédiatement dans un bain linguistique vernaculaire. Marche ou crève. C'est étonnant de rencontrer un vigneron anglais dans le Beaujolais, commence à Fesse-Dieu. Écossais, Eric Kelvin. Pardon? Pas anglais. Écossais, je suis et je meurs un jour. Plus tard possible et indépendant, j'espère. Kelvin s'exprimait dans un français rocailleux et perfectible. Voilà notre Kelvin qui réservera bien des surprises après. Et... Parce que tout est en des premières étapes. Il y a des secrets sur chaque endroit. Donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les témoins, en fait, ne disent souvent pas tout. Et donc, il faut les pousser un petit peu dans leur retranchement, quoi. Voilà. Alors, donc, le narrateur va s'apercevoir que ce disparu Félix, il avait des copains. Ils étaient 4, c'est ça, d'origines différentes. Il y a des liens avec l'Estonie. Il avait donc 3 amis, Félix Sarelli, qui était un informaticien de haut vol, qui travaillait pour la Courlie, pas pour la Courlie, pour le... La métropole ? Le transport en commun. Citral. Le TCL. Le Citral. Oui, le Citral. Et donc, il avait un Turc qui s'appelait Emad Yakin, un Ukrainien qui s'appelait Kouchko, et puis un Français qui, en fait, était pas loin du village qu'on vient de voir, mais sans le découvrir beaucoup plus tard. C'est-à-dire que... Et ces 4-là, eh bien, on peut dire qu'il y a des circonstances vraiment assez étonnantes, parce que Kouchko est mort dans l'assaut des Russes sur Mariupol. Emad Yakin
On ne sait pas vraiment où il est. Il est peut-être retourné en Turquie. C'est le Turc, oui. Et il y en a un, par contre, on découvre assez rapidement qu'il est mort en Estonie, percuté par un chauffard sur une route entre Tallinn et Leningrad. Ouais, un délit fréquent, apparemment. Pardon ? Un délit fréquent qui porte un nom. Oui. Il paraît que c'est fréquent là-bas de se faire percuter par un chauffard. C'est fréquent, et c'est pourquoi toutes les voitures russes, en fait, très souvent, incorporent une caméra de type GoPro sur leur tableau de bord. C'est-à-dire que, et ça c'est surtout pour les assurances, c'est-à-dire qu'ils peuvent montrer à la compagnie d'assurance, les assurances coûtent très cher, et bien souvent les gens n'ont pas d'assurance. Et donc on peut voir qui est chauffard et qui n'est pas, qui conduit correctement et qui provoque l'accident surtout. Voilà. Ça commence à faire, là, ça prend une autre tournure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de disparitions bizarres, des enterrements, on ne sait pas s'ils sont clairs ou pas, des secrets le notaire, il cache pas mal de trucs aussi, je crois. Le notaire cache des choses. Clairement, cette deuxième partie accélère. Et puis, il y a des attentats et des gens qui disparaissent là assez vite. Et notre détective, il est même en danger. On peut le dire, il est envoyé à l'hôpital. Il est envoyé à l'hôpital. Il y a des fusillades, pas seulement une. Il y a plusieurs fusillades et ça se passe pas vraiment très bien. Donc, pour Nacho, quand même, c'est une enquête qui restera difficile jusqu'au bout, y compris dans sa conclusion, puisque... Oui, non, je ne vais pas... Il est vraiment cassé. Hein. Il est cassé. Je crois qu'il prend une balle dans l'épaule. Il prend une balle dans l'épaule et une balle dans le côté. Ouais. Il y a des morts autour de lui. Donc ça devient difficile, la fin du livre. Oui, c'est une autre... la deuxième partie est vraiment différente de la première. On est dans l'action, on est dans le polar, on est... Voilà. Et il faut comprendre les mécanismes de détournement d'argent avec les paradis artificiels, avec les sociétés bidons qui sont en Estonie. C'est dire beaucoup, effectivement. Donc, il va falloir... Nacho ne se rend pas en Estonie, mais il peut compter sur les appuis sur place et au sein d'Interpol. Très vite, on va tomber dans les histoires de détournement d'argent, de vol, de voleurs qui volent les voleurs. Est-ce que c'est un délit de voler de l'argent volé, déjà ? Exactement. Ouais. Est-ce que c'est un délit ? Est-ce que c'est un délit ? Et puis, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on rencontre l'abbé Pierre aussi. On rencontre tous ces gens qui ont fait beaucoup de bien et puis qui sont sur la sellette. Alors là, le livre a été écrit quelques mois avant la sortie des informations. Oui, il est sorti en mai cette année. Oui, l'abbé Pierre, il a un rôle très important à Lyon. Oui, c'est un Lyonnais en fait, à la base. Je crois qu'il est né à Irigny. Irigny, oui, toute sa famille. Et puis, est-ce que le livre pose bien la question, tous ces gens qui font des œuvres de charité ? Personne ne s'attendait à ce qu'on a découvert sur l'abbé Pierre. Est-ce qu'on doit les rayer de la vie, alors qu'ils ont fait un parcours quand même assez magnifique? Je ne m'engagerai pas sur ce sujet. Ouais. C'est vrai que... c'est pareil pour les vitraux de je ne sais plus quelle église qu'on a démoli. C'est pareil pour la réédition de Céline. On est toujours dans ce double beau legs, c'est beau et laid en même temps. Oui, c'est vrai. On est en plein dans le sujet. Là. Les films de Polanski et tout. C'est vrai qu'on vit une époque quand même de transition, là. Et surtout que c'est pas de la... il a disparu il y a combien de temps, l'abbé Pierre ? Oui, ça fait quand même pas mal d'années. Quelques années, 7 ans. 7 ans ? Plus que ça, non ? 7 ans, je crois, à peu près. Il va vérifier. Bernard, il sait tout. Oui. Donc, mais bon, est-ce qu'il est très différent de DSK ? C'était un obsédé sexuel. Ouais. Il a eu surtout des femmes, si j'ai bien compris. Mais j'ai découvert ce midi qu'en fait, il était masochiste aussi. Et ça j'ignorais. Je pensais qu'il troussait les femmes, mais en fait, il va beaucoup plus loin. Il est allé beaucoup plus loin. Ça, c'est quand même un gros choc, quoi. Il est presque pire que DSK ou que Depardieu ou que d'autres. Un obsédé sexuel. Que faire alors avec ces gens qui font du bien ? 17 ans. Ah, 17 ans. C'est ce qui me semblait, c'est pas dit. Je savais qu'il y avait un 7. Oui, merci Bernard.
Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, moi, à ça. Tu ne pouvais pas Michel, compter sur tous tes doigts. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut toujours dissocier l'œuvre de la personne. Hein. Je pense qu'il faut voir les choses autrement. Je relisais du Céline, effectivement, récemment, et c'était absolument brillant, quoi. Et je faisais certains ça textes brillants, d'autres à vomir. C'est pareil. Bien sûr. Ouais. Et pourtant, oui, cette dualité noir et blanc dans chaque personne. Donc, faut-il... Là, aujourd'hui, il y a des tags sur la photo de la peinture qui est sur le quai Saint-Antoine, là-bas. Pas seulement, c'est-à-dire que des tags, on est passé à un aplat qui a été installé maintenant. Voilà, donc en fait, il est plus visible. D'abord, on lui avait couvert la bouche, et maintenant, je crois qu'il y a un aplat qui couvre absolument toute sa personne. Mais il vaudrait mieux... Bon, ça va être modifié, mais il faut que ce soit un artiste. On va déjà changer on va changer le nom des places. Mais bon, est-ce qu'on va changer l'œuvre de ces gens aussi? Parce qu'il y a quand même une œuvre de charité. C'est une question qui... Prochain livre. Non, je ne pense pas. C'est trop difficile. Moi, on ne peut pas trancher. Je suis trop petit. Et c'est pareil aux États-Unis. Les statuts des généraux sudistes sont mis à bas. C'est partout pareil. Bon, on sait que les statuts de Staline, de Lénine, dans l'ex-Union soviétique... Déboulonnés. Oui, ont été déboulonnés. Donc, mais bon, Staline, c'est quand même le plus grand criminel de l'histoire, pire que Hitler, quoi. Les noms restent. Alors là, c'est vrai que si on enlève les noms, les représentations, est-ce que le personnage disparaît? Son œuvre reste et ça, on la débaptise. Je crois qu'il a pris un coup dans l'aile. Qu'est-ce qu'il en pense, Bernard? C'est ce que je disais. Moi, je pense qu'il faut déjà séparer l'œuvre du personnage partout, hein, Polanski et les autres. Moi, j'adore les films de Polanski, quoi. Oui, non, mais justement, après, le personnage, c'est le personnage. Bon, qu'il passe en justice. Bon, après, il a été ça a été remis un peu. Oui, ce sont deux mondes distincts, quoi. Le monde civil et le monde de la création. Voilà, je pense qu'il faut faut passer ça. Les Emmaüs, ils peuvent pas avoir à supporter ce qu'a fait l'abbé Pierre. J'espère que Emmaüs n'en s'ouvrira pas trop, ou on oubliera. Voilà, moi je pense pour moi il faut séparer les deux choses. Oui. Voilà, on peut pas. L'œuvre elle existe. Un peintre il a fait un tableau. Après s'il a fait des bêtises à côté, tant pis. Hein, c'est lui, c'est pas le tableau. C'est un avis pertinent. Voilà, on a dérivé, mais quand même on trouvera page, je sais pas, une petite. Okay. On va le retrouver. Il est cité l'abbé Pierre. J'ai cité l'abbé Pierre. Je vais l'enlever tout de suite. On peut pas. Je peux pas. Le livre est déjà paru. Voilà, non, il y a juste un nom. Mais bon, ça n'empêche pas que ce livre rend un hommage à tous les bénévoles qui travaillent. Exactement. Et toutes les associations, elles sont nombreuses. Et donc, on est quand même dans un polar très complexe, puisque la fin va nous montrer que c'est complexe, et qu'on a plaisir à lire. Il est important quand même. 260 pages, je crois, cette fois-ci. Ah bon, 260 il me semble. C'est pas ça? 232. Ah ben j'en ai 30 de retard. Mais un beau livre, une belle graphie d'ailleurs. C'est Alia, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, oui. Mais c'est-à-dire que l'idée de la collection, c'est vraiment la collection du moineau de Bellecour. Par conséquent, il y a toujours un moineau, il y aura toujours un moineau sur la couverture, quoi. C'est le 4e. Alors, une chanson, une musique en rapport avec ce beau livre? Non, pas forcément, mais une chanteuse que j'aime beaucoup, que mon épouse aime beaucoup, on l'a vue sur scène, elle s'appelle Clara Isé, elle a un talent fantastique. Isé. Isé, Y-S-E. Douce, si ça peut partir. Que je suis douce. Comme dans le livre de Claudel. C'est parti. Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais
savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Toi qui crois que je maîtrise ma vie, je la déréalise. Et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. La tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux on les débride et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la peine que je cache à l'intérieur. Côté cour ou côté jardin, on parle théâtre au magazine Miroir. Voilà, de ce livre qu'on vient d'évoquer, un petit peu avec des facettes, hein, il faut le dire dans la foulée. Oui. On a appuyé un peu sur des endroits qui sont sensibles et qui enrichissent ce livre. Parce qu'un polar, c'est pas qu'une histoire comme ça qui se raconte. Il y a un milieu, il y a une vie. Et la ville de Lyon, ses habitants, quels qu'ils soient, c'est une découverte, c'est un voyage pour nous. Voilà, lors de l'enterrement, donc l'enterrement se passe au cimetière de Loyasse, donc le plus ancien cimetière de Lyon. Et je pense qu'il y a des tas de notations historiques assez intéressantes qui concernent à la fois la manière dont on enterrait les gens il y a 2 siècles, et puis sur qui se trouve au cimetière de Loyasse. Et ça, j'ai eu la chance de découvrir toutes ces facettes du cimetière grâce à une organisation qui s'appelle les Visites des filles. Et j'aimerais leur donner un coup de chapeau aussi, en quelque sorte. C'est-à-dire que avec elles, j'ai déjà fait l'église à côté de la gare Saint-Paul, je ne me rappelle plus le nom. J'ai fait les bords de Saône, et il y a des choses vraiment intéressantes à apprendre. Également, le parc de la Tête d'Or, tout récemment. Et c'est d'autant plus intéressant que le moineau 5 commencera à la Tête d'Or. Et puis aussi le cimetière de Loyasse. Et on a parcouru les allées pendant 2 heures, 2 heures et demie, avec des guides, des jeunes femmes. Hein. La visite des filles, ce sont des jeunes femmes. C'est la visite des filles. Les visites des filles. Les visites des filles. Et ça coûte, je sais pas, 10, 14, 15 euros maximum. Pour 2 heures, c'est une broutille et c'est vraiment très intéressant. Ça permet de découvrir toutes les facettes de Lyon avec beaucoup de différemment que du syndicat d'initiative, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas la même chose. Elles ont ciblé des aspects particuliers. Pour Loyasse, elles expliquent que sont enterrés à Loyasse des chirurgiens, des médecins, et essentiellement des soyeux, évidemment. Des gens riches, quoi. Voilà, des gens riches. Ouais. Alors qu'avant Loyasse, tout le monde était à la fosse commune. C'est-à-dire, il y avait plusieurs milliers de personnes dans une fosse commune. À la Guillotière ou ailleurs. Oui, tout à fait.
Puis les monuments restent, du coup, là-haut, à Loyasse. Ouais, c'est intéressant. On les trouve sur Internet, je pense, ces filles. Oui, les visites des filles sur Internet. Donc ensuite viendra, mais pas tout de suite, le Moineau 5 qui a un nom de code, un titre de travail qui est Doppelgänger. Donc là, Nacho se retrouvera face à un type qui se fait passer pour lui. Ah. Donc ce sera une autre affaire. Un fait divers courant avec les vols de cartes d'identité, tout ça. Il y a plein de gens qui reçoivent... Oui, exactement. Il y a de ça, mais qui reçoivent des amendes pour leur voiture. La personne en question est un Alsacien, d'où l'allemand du titre, et en fait, il est aussi détective privé. Pour te dire, ça commence au parc de la Tête d'Or, où Nacho photographie des amants-volages, des couples adultères, pour son job. Et il s'aperçoit que quelqu'un d'autre, de l'autre côté, prend les mêmes photos. Donc, ils se rencontrent et échangent leur point de vue, le professionnel. Et puis, tout d'un coup, l'autre type lui dit « Mais écoute, on va faire le même travail. On va faire... Un seul va travailler, et puis on en verra tous, de chacun de son côté. » Voilà, ça commence comme ça.